Je m'attendais à affronter le champion du monde, pas un monstre aux 100 yeux qui voit tout. Anthony Miles, grand maître international britannique du jeu d'échecs, après un match perdu contre Garry Kasparov. Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Il y aurait beaucoup à dire de Gary Weinstein, devenu Garry Kasparov, ce afin de russifier le nom de famille de sa mère qui était Kasparian. Si je me risquais en effet à énumérer l'ensemble du palmarès de celui qu'on surnomme depuis longtemps déjà l'ogre de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan où il naquit le 13 avril 1963, j'y serai possiblement encore cet après-midi, raison pour laquelle je vais m'en tenir aux, entre guillemets, grosses lignes de son CV, mais aussi les plus importantes de et dans sa carrière. En 1978, il remporte le tournoi de Minsk, capitale de la Biélorussie, et obtient le titre de maître des sports du RSS, cependant qu'il bat à cette occasion son premier GMU. En 1979, il obtient son premier classement Elo à 2545 et, volant de succès en succès qu'il serait trop long d'énumérer, évidemment, il ne cesse d'écarter tous ses rivaux jusqu'à s'imposer face à l'ancien champion du monde Vassili Smyslov en finale du tournoi des candidats en 1984 à Vilnius, capitale de la Lituanie, et obtenir le droit de rencontrer Anatoly Karpov, champion du monde régnant alors. La suite, on la connaît, dominé lors des premières parties du match de 1984, Kasparov finit par revenir au score pour s'imposer l'année suivante, donc en 1985, face à son illustre rival. C'est alors le début d'un règne sans égal dans l'histoire du jeu d'échecs. Défendant avec succès son titre face au Britannique Nigel Short après une scission avec la FIDE, mais aussi face au prodige indien Viswanathan Anand, Kasparov est le premier joueur de l'histoire à franchir la barre mythique des 2800 points Elo pour finir en beauté en janvier 1999 par une partie immortelle face au Bulgare Vesselin Topalov et qui reste à ce jour une des plus belles parties jamais jouées. Les deux seules défaites significatives en match de Kasparov sont en 1997 dans un match revanche face au superordinateur Deep Blue et en 2000 quand il perdit son titre à Londres face à son compatriote Vladimir Kramnik après avoir prédit qu'un jour Kramnik serait champion du monde. Ben voilà. Tout cela ne doit pas nous faire oublier que Kasparov, malgré le prestige fou de son extraordinaire carrière, reste un être humain, capable de gaffer lors de moments d'absence et de produire cette incroyable mais très pédagogique défaite. Et maintenant assez parlé et place au spectacle, enjoy! Nous sommes à la 6e ronde du Grand Chess Tour de Croatie le 10 juillet 2021 et Kasparov dans cette partie de Blitz où il a les noirs est opposé à la légende Shahriar Mamediarov, champion du monde junior, double champion d'Azerbaïdjan, j'en passe et des meilleurs. Alors Kasparov a bien les noirs dans cette partie mais on va tout de même la regarder du point de vue des blancs et vous allez voir que de seulement 6 coups on a beaucoup à tirer. Alors c'est parti, Mamediarov débute par D4, donc prise du centre et de l'espace, Kasparov répond D5, la symétrie et il fait de même pour la case 4 et maintenant C4 de la part des blancs, on joue le gambit dame. Alors l'idée des blancs par ce coup de pion à l'aile c'est d'attaquer le pion D5 et espérer décaler ce pion comme ça a d'ailleurs été le cas dans la partie. Alors me direz-vous, les blancs dans l'immédiat n'ont aucune pièce qui peut récupérer le pion C4 et je vous dirai que vous avez parfaitement raison, raison pour laquelle ce coup C4 s'appelle un gambit, le gambit dame en l'occurrence, et que l'acceptation de ce pion, comme ça a été le cas ici, s'appelle le gambit dame accepté. Alors quand on dit que les blancs n'ont aucun moyen de récupérer le pion, c'est vrai en un coup, pour autant ce n'est pas tout à fait exact, puisque dans cette position précise, vous devez de connaître le petit stratagème dame A4 échec au roi, ce petit stratagème qui permet de récupérer le pion dans tous les cas, puisque dame A4 fait échec au roi et attaque le pion en même temps, on n'a donc pas moyen de sauver le roi et le pion en même temps, et après un coup comme fou D7 qui vient attaquer la dame et annuler l'échec, on aurait dame prend C4, donc vous voyez que les blancs dans tous les cas vont récupérer le pion, mais ça les blancs n'en ont pas très envie. À la place les blancs vont viser un plan de développement du style E3 pour récupérer le pion avec leur fou C4, développer leurs pièces de façon naturelle sur les bonnes cases, on connaît la musique, évoquer le plus rapidement possible et laisser la dame à l'abri. On sait qu'une dame sortie trop tôt peut s'exposer à des attaques et ça ce n'est jamais vraiment l'idée. Alors pour que vous le sachiez, D prend C4 n'est pas la réponse la plus populaire, à la place on aime bien tenir le centre, tenir le pion central D5 et pour ça les noirs ont deux stratégies, soit ils vont jouer le coup E6 qui s'appelle le gambit dame, cette fois refusé, je vous laisse deviner pourquoi, ou bien jouer C6 qui mène au complexe slave, défense slave, semi-slave
esclaves, etc. etc. Ça fera l'objet d'autres vidéos, mais pour que vous le sachiez, Des Princes C4 est une réponse certes populaire, mais ce n'est pas la plus populaire. Dans la partie, c'est Des Princes C4 qui a été joué. Maintenant, les Blancs ont gagné leur pari d'obtenir une majorité au centre, qu'on appelle une majorité centrale. Cependant, comme on l'a dit, qu'ils vont récupérer le pion C4 avec leur fou et profiter d'un développement somme toute facile. Et après Des Princes C4, c'est d'ailleurs E3 qui a été joué. Maintenant, les Blancs menacent de récupérer le pion. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo antérieure consacrée à un piège d'ouverture sur le gambit dame accepté, les Noirs ne peuvent jamais tenir leur pion C4 au moyen de B5, qui serait une faute. Donc, si vous désirez en savoir un peu plus sur cette ouverture et comprendre les enjeux du gambit dame, je vous encourage à aller voir cette vidéo et moi, je continue. Les Noirs mettent généralement en place le setup cavalier F6, suivi de E6 qui va tenir D5, B6 ou A6 pour B5 et jouer leur fou en fianchetto en B7. Mais Kasparov, bien dans son style, a opté pour le contre-gambit plus incisif E5 qui vient à son tour offrir un pion, mais avec l'idée de venir taper le centre en D4. Dans cette position, Mamediarov a continué par le coup très compréhensible et naturel cavalier F3 qui vient défendre le pion et attaquer E5. Évidemment, si on décide de prendre le pion, alors il y aurait dame prend D1 échec, déroque le roi, roi prend D1, et vous le voyez, il y a quand même suffisamment de matériel chez les Noirs, même s'il n'y a plus les dames pour venir monter une attaque. Ça, c'est pas vraiment l'idée. Le pion va se retrouver faible, ma foi, on comprend que les Blancs n'en aient pas eu envie. Après cavalier F3, Kasparov a continué dans son idée E prend D4, et maintenant, plutôt que de récupérer le pion D4, on va d'abord récupérer le pion C4, développer le fou sur sa case naturelle qui va venir taper le talon d'Achille des Noirs sur F7, et surtout on se donne le droit de roquer au coup suivant. Et pour vous donner une petite idée de ce qui peut arriver si les Noirs se précipitent et se montrent trop voraces, après par exemple D prend E3 qui gagne encore un pion et menace de prendre F2 sur échec, alors il y a la petite tactique que vous devez impérativement de connaître, c'est le sacrifice dit de déviation fou prend F7 échec. L'idée, je gagne un pion, certes le roi est dévié mais je gagne un fou, et oui, mais il y a maintenant dame prend D8, le roi ne protège plus la dame. Après fou prend F7 échec, si on joue roi E7 à la place pour continuer de défendre la dame noire, alors il y aurait dame prend D8 échec, roi prend D8 et fou prend E3. Les Blancs ont récupéré leur pion avec la meilleure position, le roi noir est déroqué. C'est pourquoi après fou prend C4, Kasparov a pensé à son développement et à la place de D prend E3, il a joué cavalier F6. Les Blancs ont joué dame B3, la dame sur B3 vient s'associer au fou C4 dans l'attaque du pion F7, c'est-à-dire le talon d'Achille des Noirs, on l'a déjà dit. Et maintenant dame E7, seul coup pour venir raisonnablement défendre F7, mais après le petit coup petit roc des Blancs, croyez-le ou non, mais Kasparov a abandonné après seulement 6 coups. Incroyable. Pourquoi Kasparov a-t-il abandonné? Tout simplement parce qu'il n'a plus de bons coups et les Blancs menacent cavalier G5 qui va attaquer une troisième fois F7. Si par exemple les Noirs continuent par fou E6 pour protéger F7, alors il y aurait tout simplement fou prend E6 et dame prend B7 attaque la tour et le cavalier au coup suivant. Une autre tentative pour les Noirs après petit roc des Blancs est de jouer D prend E3, mais alors il y aurait tour E1, E prend F2, certes c'est échec mais le roi va récupérer le pion. Maintenant le roi et le cavalier protègent la tour qui vient faire une belle brochette sur la colonne E. En effet, la dame est clouée. Et si on tente de bloquer le clouage avec le seul coup fou E6, alors fou prend E6, F prend E6 et tour prend E6, le clouage persiste et on menace également dame prend B7, c'est complètement terminé. Et en outre, je vous laisse admirer la magnifique position de la dame noire qui bloque son propre fou de case noire. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair dans le gambit dame et pourquoi pas vous aura même donné l'envie de le jouer. J'espère que cette petite leçon à partir d'une partie du King Kasparov vous a plu. Si vous désirez donner un coup de pouce à cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un levé sous la vidéo. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!